Alors, mon nom est Richard Morisseau. Je vais partager mon écran. Je suis fellow CPA et ça va me faire plaisir d'être avec vous aujourd'hui grâce à l'Ordre des CPA qui m'a demandé de faire cette présentation-là. Donc, je vais juste m'assurer ici que ma présentation apparaît à l'écran. Est-ce que vous la voyez maintenant? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, très bien, merci. Oui, d'accord. Bon, parfait. Alors, je fais partie du groupe Blue Mind et Blue Mind, on accompagne des dirigeants d'organisations dans la gestion de leur entreprise, dans la gestion stratégique de leur entreprise. Donc, par défaut, on a 4 grandes spécialités, la réflexion et la gestion stratégique, la gestion de la performance, on a l'innovation avec la stratégie Océan Bleu et aussi l'approvisionnement stratégique. Donc, je vais être avec vous pour la prochaine demi-heure. Ma présentation devrait durer à peu près 30-35 minutes et puis elle sera suivie d'une période de questions de 15 à 20 minutes là, pour ceux qui auront des questions par la suite et tout ça. On est en période de gestion de crise, c'est quand même, on vit un moment, on vit une première, quelque chose que probablement au moins 3 générations n'ont pas connu. Puisque la dernière grande crise remonte à plus de 100 ans. Alors, on vit quelque chose qui affecte toutes nos organisations et vous comme entrepreneur. Donc, très important, vous devez être un peu perturbé par tout ce qui se passe. Le but de la présentation, c'est de vous aider à voir comment ça va se passer, quels sont les éléments importants que l'on devrait considérer en période de crise. D'accord? Donc, la gestion des affaires en période de crise, on a décomposé ça en 4 grandes étapes. On fait un peu le portrait de la situation avec l'état de la situation. On passe ensuite à l'action, on pose des gestes, on revoit ses stratégies et le but et l'objectif, c'est de replanifier la reprise au bout de tout ça. Okay? Et tout ça s'inscrit dans un processus de gestion du changement. Il se passe énormément de choses actuellement et on pense, la majorité des gens pensent que le monde ne sera plus pareil, la façon de faire des affaires ne sera plus pareille. On pense, par exemple, comment est-ce que les entreprises vont faire juste pour respecter la règle de distanciation sociale. Juste ça, ça impacte énormément de choses. Toutes les mesures de sécurité qui vont devoir être mises en place pour protéger les employés. Y avez-vous pensé 2 mètres de distance entre chaque personne? Ça implique probablement une reconfiguration des postes de travail. Pour les restaurants, ça implique une reconfiguration des tables, de la capacité des restaurants. Donc, par défaut, ça va impacter leur chiffre d'affaires. Toutes les mesures d'hygiène qu'il va falloir mettre en place et ça risque d'être permanent tout ça. Mais au moins, ça va l'être pour au moins 1 an et ça va faire en sorte que ça va augmenter les coûts de façon très, très importante et il faut y faire face à ça. Donc, bref, les 4 grandes étapes, le bilan de la situation, passer à l'action, revoir ses stratégies et replanifier la reprise, très important. Si on y va avec la première étape, l'état de la situation et tout ça, ça s'explique comment? Ben, on regarde ça sur la courbe du changement. Donc, pour ce qu'on vit actuellement, ce sont des changements majeurs et importants. Et par rapport à ça, on peut faire un lien, un parallèle avec la gestion du changement. La gestion du changement, ce qui se passe au début, c'est qu'on a un choc. Ce choc-là se reflète de différentes façons. Il s'est reflété soit par la fermeture de votre organisation, soit par la mise à pied de plusieurs personnes ou encore des pertes financières importantes. Pour d'autres qui sont restés en opération, qui sont demeurés en opération, si je prends les épiceries, par exemple, il y a eu une augmentation substantielle de la demande. Et il y a aussi le fait que les épiceries n'étaient pas prêtes à faire face à une augmentation importante des commandes en ligne. Donc, ça a généré beaucoup de choses. Et au niveau des épiceries, encore une fois, il y a des coûts énormes qui ont été engendrés et qui n'étaient pas prévus au budget. Pensez à toute la sécurité qu'ils ont mis de l'avant pour ceux qui sont allés faire leur épicerie dernièrement. C'est assez hallucinant de voir tous les changements qu'il y a dans une épicerie actuellement. Donc, bref, on a un choc, il y a des choses qui changent et on n'est pas certain est-ce que ça va durer, combien de temps ça va durer, est-ce que ce sera permanent, temporaire et tout ça. Donc, bref, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous devez être un bon leader d'influence dans cette période-là.
Vous devez être absolument un bon leader d'influence. Vous devez influencer les gens. Vous devez être très positif et vous devez surtout informer. La deuxième étape du changement, ça consiste à pourquoi est-ce qu'on doit changer? Pourquoi est-ce qu'on doit changer? Parce que on a été frappé solidement par un virus et ça vient impacter nos façons de faire, nos anciennes façons de faire. Et il faut convaincre les gens de la nécessité d'apporter ces changements-là. Et ça, je vous garantis que ça risque d'être un très gros défi de convaincre beaucoup de gens de changer. Vous allez devoir, vous risquez de rencontrer de la résistance. Et à ce moment-là, votre rôle consiste à écouter correctement les gens, écouter ce qu'ils ont à vous dire. Et vous devez être un bon promoteur du défi dans cette voie-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Ça demande de la planification. Tous ces changements-là, comment on va les faire? Utilisez les gens, mettez-les à contribution pour qu'ils vous aident à effectuer ce changement-là. De cette façon-là, vous allez pouvoir gérer la résistance de meilleure façon. Vous devez être un bon coach à ce moment-là. Et ensuite de ça, une fois qu'on a mis le changement en place, toutes les étapes qu'on doit franchir pour faire ce changement-là. Et puis, vous devez accompagner les gens dans ce processus-là de changement et pour que ces changements-là soient enracinés. Bref, ce sont toutes les grandes étapes de la gestion du changement. Et si on regarde l'espace-temps, vous risquez de vivre ça là, pas mal pour la prochaine année. En 2020, là, ça risque d'être votre priorité numéro 1 dans vos organisations, la gestion du changement. Je vous donne une petite citation ici qui est de notre ami Charles Darwin. Alors, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, notre ami Darwin qui nous avait laissé sur cette citation-là. Pour en arriver à faire ce changement-là, il faut avoir le portrait de votre situation. C'est quoi l'état de votre situation actuellement? Êtes-vous une entreprise qui est fermée? Et ici, on peut avoir deux groupes d'entreprises. Donc, on peut avoir l'entreprise avec une situation financière et une trésorerie assez solide pour tenir le coup de 3 à 6 mois. Donc, vous n'avez pas de problème financier et vous avez les reins assez solides là, pour tenir le coup quelques mois dans l'état actuel des choses et vous avez décidé de fermer votre organisation ou encore on vous l'a obligé. La deuxième catégorie, c'est que vous êtes fermé, mais que vous avez une situation financière très précaire et très peu de trésorerie. Et cette situation-là était valide avant même le début de la crise de la COVID. Donc, vous étiez en mode très précaire et vous aviez de la difficulté, là, permettez-moi l'expression, à joindre les deux bouts avant même le début de la COVID-19. Donc, si avec la COVID-19, votre entreprise est maintenant fermée, ça va être très, très difficile de survivre à ça. La troisième catégorie, c'est que votre entreprise est en activité complète. Prenez les épiceries, par exemple. C'est un bel exemple. Et ça fait en sorte que, parce que vous faites partie de la catégorie des services essentiels, soit que la demande a augmenté de façon très importante, ou encore que la demande est restée telle qu'elle. Vous avez plusieurs exemples là, et ça fait en sorte que vous allez devoir recruter beaucoup de personnel et probablement des postes que vous ne recrutiez pas auparavant. Par exemple, les agents de sécurité dans les épiceries, c'est un bel exemple. La quatrième catégorie, c'est que votre entreprise est demeurée ouverte parce qu'elle fait partie de certains services essentiels, mais qu'elle est ouverte de façon partielle. Vous avez abandonné vos activités régulières, ce qu'on appelle le core business en termes, mais vous avez décidé de modifier vos activités pour répondre à certains besoins urgents. Par exemple, la compagnie Bauer est un bel exemple. La compagnie Bauer est un très, très bel exemple de ça. Lorsqu'elle a décidé de mettre fin à la production de ses équipements sportifs et qu'elle a décidé de produire des masques ou d'autres équipements pour le domaine de la santé. Donc, ça fait en sorte qu'elle n'est pas en opération complète, mais partielle. Et puis, à partir de là, ça fait en sorte qu'il y a peut-être 15-20% du personnel qui est en place. Et puis, je m'excuse, il y a un bruit de fond. Là, mon téléphone, je n'arrive pas à le fermer. Ça fait en sorte que à 15-20%, vous arrivez à être en opération partielle.
Pour vous référer à ça, je vais vous donner, il y a un tableau qu'on retrouve à la fin de la présentation que je crois que vous allez pouvoir vous procurer. Vous avez les 4 grandes catégories. Là, je vais vous amener à la fin de la présentation qui est ici. Donc, vous avez les 4 grandes catégories, là. Vous avez la première catégorie, vous êtes fermé avec une situation financière et une trésorerie assez solide. Ici, on retrouve deux sous-groupes là-dedans. Il y a des entreprises qui sont fermées et qui sont en mode très, très proactif. Donc, pendant qu'ils sont fermés, ils ont gardé peut-être une personne ou deux à l'emploi, comme par exemple la personne responsable des finances. C'est un exemple concret. Et ils sont en mode proactif. Donc, ils refont leur planification stratégique, ils regardent leur façon de changer, ils font de la vigie et vraiment, là, ils essaient de voir quels vont être tous les impacts sur leur business lors de la réouverture. Et vous avez le deuxième sous-groupe là-dedans. Ils ont une très bonne situation financière, mais ils ont décidé de tout arrêter. Ils prennent une pause et ils décident de ne rien faire pendant cette période-là. Ces gens-là, malheureusement, risquent de revenir avec un choc brutal parce que s'ils prennent pour acquis que le monde n'a pas changé à leur retour, ça risque d'être un choc. Eux, c'est pas recommandé d'être à l'arrêt total et dans mode pause. Okay? La deuxième catégorie, une situation précaire, ben ils font des planifications de scénarios financiers, ils essaient de percevoir leurs comptes clients. Donc, tous les comptes à recevoir, ils font des ententes avec les fournisseurs. Évidemment, la gestion serrée de la trésorerie est très, très importante. Il y a des mises à pied du personnel. Ils s'informent de la réglementation sur la gestion des RH. Ils ont peur de perdre leur personnel puisqu'ils étaient déjà en situation de difficulté financière. Et là, ils essaient de voir avec tous les programmes gouvernementaux qui existent comment s'en prévaloir et tout ça. Puis, ils cherchent des occasions d'être innovateurs. Mais bref, ça risque d'être très, très, très difficile pour ces gens-là. Okay? La troisième catégorie, c'est en opération complète, donc augmentation de la demande, gestion des comptes clients, gestion de la trésorerie. Vous savez que même en croissance, la gestion de la trésorerie est aussi importante qu'en période de décroissance. Et bref, le problème numéro 1 que ces organisations-là font face actuellement, c'est le besoin de ressources additionnelles. Ils ont besoin d'humains, ils ont besoin de ressources humaines additionnelles, ils ont besoin de ressources financières additionnelles et de ressources matérielles additionnelles. Donc, c'est à 3 niveaux. Et ils sont en mode recrutement, ils sont en mode financement et ils sont en mode d'ajouter des ressources matérielles. Donc, ils sont très, très, très actifs de ce côté-là. D'accord? Il y a tout l'impact. Ils doivent vivre au quotidien les changements dans la réglementation. Donc, ça prend quelqu'un pour suivre ça de très, très près. Et la dernière catégorie, ben, c'est les gens qui on considère en activité partielle. Donc, il y a la planification des scénarios financiers, comment ils vont récupérer de cette pause-là. Il faut mettre de l'emphase sur la perception de vos comptes clients, faire des ententes avec les fournisseurs, ajuster vos effectifs en fonction de des activités que vous avez décidé de conserver. Beaucoup de télétravail, d'informatique, sécurité, réglementation sur la gestion des ressources humaines, peur de perdre votre personnel. C'est une grosse crainte, ça, qui est exprimée par plusieurs entrepreneurs, surtout ceux qui sont fermés ou en opération partielle. On a peur de perdre nos employés. Donc, planifier la relance, réflexion stratégique, mise à jour. Donc, ce sont des choses là, que vous pouvez faire pendant votre période de pause. Alors, si je reviens à ma slide précédente, donc j'étais ici, on est rendu à la deuxième étape, passer à l'action. Bien, passer à l'action, on peut sous-diviser ça en 6 étapes. La première, c'est d'exercer son leadership en situation de changement. Si vous êtes le ou la dirigeante principale de l'organisation, bien, je pense que vous devez être capable d'exercer votre leadership de façon très forte. Vous devez être en plein contrôle et surtout, les membres de l'organisation doivent sentir que vous avez le contrôle sur tout ça. Donc, la gestion de vos émotions devient très, très importante. Déployer votre groupe de crise de gestion de crise. La 3e étape, faire un bilan de la situation. La 4e étape, c'est l'état de la trésorerie. Dans quel état est votre trésorerie? La 5e étape, l'état de vos ressources humaines. Et à la fin,
ben, quels sont vos coûts fixes versus vos coûts variables? On va passer en détail chacune de ces étapes-là dans les prochaines diaporamas. La première étape consiste à exercer votre leadership en situation de changement. Ben, je vous l'ai exprimé un peu plus tôt selon les différentes étapes de gestion du changement. Il faut que tout le monde perçoive que vous avez le contrôle, que vous êtes en mode, vous êtes un leader d'influence et que vous n'hésitez pas à prendre des décisions. Et sérieusement, dans un état de gestion de crise, on doit prendre des décisions. Et bien souvent, ces décisions-là ne sont pas faciles à prendre. Prenez le Cirque du Soleil, par exemple, qui a mis à pied 85% de son personnel. J'écoutais l'entrevue donnée par le directeur général, malheureusement, dont le nom m'échappe, mais il disait qu'il n'avait pas dormi 2 jours avant. Ça lui a pris, il a été 48 heures sans dormir, tellement ça l'a énervé de prendre cette décision-là. Ce sont des décisions émotives, pas faciles à prendre, mais les gens doivent percevoir que c'est pour le bien de l'organisation, pour un meilleur retour et qu'aussi pour assurer leur emploi lors du retour et tout ça. Donc, les gens doivent sentir que vous êtes derrière eux, montrer beaucoup d'empathie et être capable de prendre ces décisions difficiles-là. Vous devez être capable de mobiliser vos équipes, de voir les opportunités. Dans toute période de crise, il y a des opportunités. Il y en a beaucoup qui les ont saisies. Les choses vont changer. Essayez de voir le verre à moitié plein, voir à quel endroit vous pourriez vous insérer et à quel endroit il y a des opportunités pour votre organisation, pour vous comme entrepreneur. Et ça va vous amener probablement à vous redéfinir comme business, comme entité, comme mode opérationnel, comme mode d'affaires et tout ça. Donc, exercez votre leadership en situation de changement, première étape. La deuxième étape, déployer le groupe de gestion de crise. Pour ceux qui en ont un, vous réunissez votre comité de crise. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est une belle opportunité pour vous d'en créer un. Donc, vous réunissez 4-5 personnes là, qui font partie de votre comité de gestion de crise, vos employés clés ou encore votre équipe de dirigeants. Et puis, à ce moment-là, votre rôle consiste à déléguer et à responsabiliser les gens. Vous avez besoin de tout le monde. Gardez en tête que vous ne pouvez pas tout faire. C'est impossible. Et que vous allez avoir besoin de la contribution et de l'aide des gens et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut mobiliser son équipe. La troisième étape, c'est de faire un bilan de la situation financière. Alors, quelle est la situation des finances de l'organisation? Et puis, pour ça, ben, vous devez travailler de très près avec votre personne responsable des finances chez vous. Vous devez être en état de savoir là quel est l'état de la trésorerie de votre business. Okay? Est-ce qu'on dispose de beaucoup de cash? Est-ce qu'on dispose de beaucoup de liquidités? Où on s'en va avec ça? Quels sont nos frais fixes, nos frais variables? On va tenir le coup combien de temps? C'est important de communiquer avec son banquier, d'analyser les programmes gouvernementaux. N'hésitez pas d'assigner la responsabilité à quelqu'un dans votre organisation, de faire une analyse complète des différents programmes gouvernementaux qui pourraient s'appliquer à vous. Et n'hésitez pas à les prendre. Il y en a plusieurs actuellement. Un des objectifs des différents gouvernements, c'est d'assurer la continuité des affaires une fois la crise terminée. Donc, ils n'ont jamais mis autant de programmes gouvernementaux de l'avant. Donc, c'est important de le savoir. Et votre banquier peut avoir cette information-là ou encore votre firme comptable. Évaluez votre situation financière. Êtes-vous en situation précaire ou vous êtes capable de tenir le coup 3 à 6 mois sans aucun problème parce que vous avez une très bonne situation financière. Donc, c'est le temps de sécuriser les aides du gouvernement et de votre financement, obtenir le financement si nécessaire. Ça va pour l'étape 3. L'étape 4, évaluer l'état de la trésorerie. Parfait. Je dispose de combien de liquidités? Combien j'ai de liquidités dans le compte de banque courant? Combien j'ai de liquidités peut-être qui sont placées à court terme? Vous avez peut-être des investissements de 30 jours ou 60 jours que vous avez fait parce que vous aviez peut-être un surplus de liquidité. Ou encore, beaucoup d'entreprises font ça. Ils investissent les sommes d'argent qui sont dues pour la TPS-TVQ jusqu'à ce que le rapport soit dû 90 jours plus tard et ils investissent ces sommes-là dans des bons du Trésor pour 30 jours, 60 jours. Essayez de voir si vous êtes capable de récupérer ça avec votre banquier. Vous devez faire des prévisions.
C'est super important, ça. Avec votre personne responsable des finances, il faut que vous soyez capable de faire vos prévisions financières au moins pour les 6 prochains mois. Quel va être l'état de la situation financière dans un mois, dans 60 jours, dans 90 jours, dans 6 mois, si ça continue comme ça. Négocier des ententes. Si vous êtes en mode B2B, vous avez des comptes à recevoir. En mode B2C, vous ne devriez pas en avoir beaucoup de comptes à recevoir, très, très minimes. Mais en mode B2B, est-ce qu'il y a des comptes à recevoir qui sont plus difficiles que d'autres? Donc, essayez d'aller voir vos clients, appelez vos clients. Vous ne pouvez pas aller les voir, je m'excuse, mais appelez-les, voir quand est-ce qu'ils peuvent vous payer et tout ça. Vous risquez d'avoir des surprises de ce côté-là. Il y a probablement des comptes clients, des comptes à recevoir qui ne seront pas perceptibles. Vous devez être au courant de ça. L'autre volet, c'est de faire des ententes avec vos fournisseurs. Au même titre que vous allez appeler vos clients pour qu'ils vous payent, ben, au même titre que vous allez faire l'inverse avec vos fournisseurs. Peut-être que vous allez demander des délais à vos fournisseurs. Au lieu de payer en 21 jours, en 30 jours, ben, peut-être que vous allez être obligé de payer à 60 ou à 90 jours parce que vous n'avez pas les liquidités nécessaires pour effectuer vos comptes, pour effectuer le paiement de vos comptes à payer. Et le dernier volet, c'est d'obtenir du financement. Donc, le financement dans cette période, il y en a beaucoup qui est offert par les gouvernements. Je vous invite à vous asseoir avec votre banquier de ce côté-là pour voir ce qu'il peut faire avec vous. Il y a aussi Investissement Québec, la Banque de développement du Canada qui peuvent vous aider aussi. Okay? Et n'oubliez surtout pas, en tant qu'entrepreneur, je vous le dis à titre de conseil, d'aller vous prévaloir du 40 000 $ qui est offert par le gouvernement. D'accord? Donc, ça, c'est sans intérêt jusqu'à la fin 2021. Donc, c'est quand même assez intéressant, un prêt de 40 000 $ sans intérêt, sans remboursement de capital jusqu'à la fin 2021. N'oubliez surtout pas ça. Ça peut facilement vous aider. La 5e étape, c'est de déterminer l'état de vos ressources humaines. Et ça, là, je vous invite à être très vigilant de ce côté-là. Il faut s'assurer d'avoir les ressources requises lorsqu'on va faire la relance. Il y a énormément d'entrepreneurs que je côtoie qui sont très inquiets de savoir si les employés vont revenir après la crise. Pour toutes sortes de raisons, soit qu'ils sont allés travailler ailleurs, soit qu'ils se sont trouvés un autre emploi, soit qu'ils considèrent que votre organisation ne prend pas les mesures nécessaires de distanciation sociale ou encore les mesures de sécurité ou d'hygiène. Ça va être un très, très gros défi pour vous comme entrepreneur de conserver vos ressources humaines. On était déjà en mode pénurie de main-d'œuvre au Québec avant la COVID-19. La situation risque de ne pas d'être encore pire au retour. Donc, il va falloir que vous soyez des bons motivateurs pour récupérer vos ressources et vous assurer qu'ils reviennent travailler pour vous et probablement dans des conditions différentes. Et c'est pour là que vous allez devoir évaluer vos besoins. Est-ce qu'il y a des changements que je dois apporter à l'organisation pour assurer la sécurité des employés? Bref, moi, je vous suggère fortement de communiquer régulièrement avec eux, de les tenir dans le loop, comme on dit, et puis d'être présent. Les employés sont chez eux actuellement, parfois ils se demandent qu'est-ce que mon employeur fait. Bien, si vous communiquez, exemple, une fois par semaine, vous les tenez au courant de ce que vous faites et tout ça, bien, c'est une bonne façon de vous assurer là, leur loyauté pour qu'ils reviennent une fois la crise terminée. Et le 6e élément, c'est d'évaluer vos coûts fixes et variables. Comme entrepreneur d'entreprise, vous devez absolument comprendre quels sont vos coûts fixes, quels sont vos coûts variables. Ce qui est important en période de crise, c'est surtout de comprendre vos coûts fixes parce que théoriquement, si vous n'êtes pas en opération, vous n'avez pas de coûts variables. Donc, vous avez seulement des coûts fixes. Alors, est-ce que vous les connaissez par cœur? Est-ce que vous les connaissez bien, vos coûts fixes? Mensuellement, combien ça vous coûte mensuellement en coûts fixes? Est-ce qu'il y en a que vous pouvez éliminer ou vous pouvez réduire? Donc, vous devez faire cette analyse-là avec votre personne responsable des finances. Ça, là, c'est une obligation en temps de gestion de crise. Vous devez absolument maîtriser vos coûts et bien les gérer. Et ça va faire en sorte que les gens vont prendre confiance en vous, ils vont voir que vous gérez bien la situation. Ça conclut les 6 étapes de les 6 sous-étapes de la 2e section. On s'en va à revoir on passe maintenant à revoir ces stratégies.
Bref, les choses vont changer et il va falloir planifier. Pendant que vous êtes en période d'arrêt, en période de gestion de crise, bien, c'est une belle opportunité pour vous de revoir votre plan stratégique. Pour ceux qui en ont déjà un, parce que ça va changer. Et ceux qui n'en ont pas, c'est une opportunité en or de faire votre plan stratégique. D'accord? Donc, profitez de cette période de repos-là ou de pause pour revoir complètement votre plan stratégique. Choisir votre modèle d'affaires. C'est certain que la vaste majorité, pas tous, mais la vaste majorité des organisations vont subir des changements à leur modèle d'affaires actuel. Bref, le modèle d'affaires, habituellement, il est intégré dans le plan stratégique, mais ça risque d'être révisé. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui se rendent compte que, et j'ai parlé avec certains entrepreneurs, que le télétravail fonctionne super bien, que ça n'empêche pas leur organisation de fonctionner actuellement. Il y a aussi toutes les ventes en ligne qui semblent s'avérer une nouvelle avenue pour plusieurs entreprises. Toutes les livraisons à domicile, les façons de faire risquent de changer et par défaut, ça va impacter votre modèle d'affaires. Réévaluez vos objectifs. Probablement qu'au début de votre année financière, vous vous êtes donné des objectifs. La crise va venir impacter de façon très sérieuse vos objectifs. Donc, vous devez les redéfinir et par défaut, ben, ça vient impacter les budgets que vous aviez faits. Alors, il va falloir faire des nouvelles prévisions financières qui tiennent compte de tous ces changements-là et de cette période d'arrêt-là dans l'organisation. Le cinquième élément, c'est que ça risque d'affecter la bonification et des besoins en RH. Et ça, je vous garantis que ce ne sera pas facile à gérer parce que vous allez devoir faire des compromis de ce côté-là. Il y a plusieurs organisations qui ont des systèmes de rémunération à bonification. Donc, il y a des gens qui ont des salaires de base et il y a des bonifications en fonction de l'atteinte de certains objectifs. Ben, la COVID-19, la période d'arrêt ou la période de chambardement de votre entreprise vient par défaut affecter les objectifs et indirectement la bonification de vos dirigeants, de vos collègues et tout ça. Donc, vous allez devoir revoir ça pour l'année en cours. L'autre élément, c'est de reconsidérer ces indicateurs de performance, communément appelés dans le jargon les KPI, les fameux KPI. Alors, est-ce que vos indicateurs de performance que vous aviez choisis au début de l'année financière sont encore valides ou vous allez devoir en créer des nouveaux? Il risque probablement d'avoir des nouveaux indicateurs. C'est fort possible et c'est certain qu'il y a des indicateurs qui vont être différents. Si je prends les épiceries, par exemple, ben, tout le volet sécurité, hygiène sanitaire et tout ça, ce sont des indicateurs probablement qu'ils ne mesuraient pas avant, qu'ils vont devoir faire maintenant. La même chose dans les pharmacies. Si vous êtes allé chez Jean Coutu dernièrement ou Pharmaprix ou encore un autre, c'est assez chambardé, merci, au niveau des façons de faire. Donc, les indicateurs sont très, très différents. Juste par exemple, le temps de traitement d'une prescription chez Jean Coutu actuellement n'est plus du tout ce qu'il était avant parce que là, ils viennent vous porter votre prescription à votre voiture. Le pharmacien vient vous parler à votre voiture dans le stationnement, ce qui est quand même un changement majeur et ce qui augmente le temps de traitement d'une prescription. Faire une analyse rétrospective, comment la crise affecte votre entreprise et quels sont les changements que vous allez devoir apporter. Repenser l'organisation de votre travail. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Toute la disposition des postes de travail, le respect de la distanciation sociale. On ne pourra plus travailler côte à côte comme dans certaines organisations. Comment vous allez repenser ça? Comment vous allez assurer la sécurité de votre personnel? Parce que je pense que ça va être une préoccupation importante des employés lorsqu'ils vont revenir travailler pour vous. Et aussi toutes les mesures d'hygiène que vous allez devoir mettre en place. Tout ça a des coûts très importants que vous allez devoir considérer dans vos nouvelles prévisions. Et le dernier élément, c'est de créer ou revoir son plan de continuité des affaires. Bien, beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on appelle communément la gestion des risques. Certains d'entre vous le faisaient déjà, d'autres, selon mon expérience, énormément d'entreprises ne le faisaient pas.
Donc, c'est une belle opportunité pour vous de revoir là, votre plan de continuité des affaires et de gestion des risques. Quels sont les risques qui peuvent affecter votre entreprise et quels sont vos plans B pour chacune des situations. Donc, bref, le volet planification inclut ces 9 éléments-là. Vous allez devoir revoir ça en période de crise. Très, très important de faire le tour de ça. Ça nous amène à la dernière étape qui est la préparation de la reprise. Donc, peu importe le moment où la crise prendra fin, ben, il faut préparer la reprise en fonction de tout le travail de planification que vous aurez fait. Préparer la reprise, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire planifier le retour des activités. Est-ce qu'on revient en mode intact comme avant, ce qui serait surprenant? Très peu d'entreprises vont revenir en mode intact comme avant la crise. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour adapter vos activités au nouveau plan d'affaires que vous vous êtes fait, au nouveau plan stratégique que vous aurez mis en place? Comment ça va impacter vos gens? Tout mettre en place des nouvelles mesures de santé et de sécurité au travail. Ça, je vous invite à travailler très fort avec votre groupe de gestion de crise. Ils vont vous aider énormément là-dessus. Pendant que vous faites ça, c'est très important d'être présent sur les médias sociaux. Gardez une présence très, très active sur les médias sociaux. Indiquez aux gens, tenez les gens au courant de ce que vous faites. Si vous allez apporter des changements, communiquez-les. Et puis, c'est une belle opportunité pour vous, ça, avec les médias sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'inquiéter aussi, qui vont vous écrire pendant cette période-là, à savoir si vous allez reprendre vos activités, parce qu'il y a énormément de... Il ne faut pas se cacher, là, il va y avoir énormément de faillites. J'écoutais à Radio-Canada, c'est vendredi dernier, M. Filion qui nous disait que il y avait déjà 12% des PME au Canada qui s'étaient mis sous la loi de la protection de la faillite. Donc, c'est énorme. Il y a énormément d'entreprises. Il y a quelqu'un de l'ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec, avec qui j'ai eu des contacts dernièrement, qui m'a dit qu'ils s'attendent à ce que 45% des restaurants au Québec déclarent faillite. Donc, c'est pratiquement un restaurant sur deux qui va déclarer faillite. Mais ça a des gros impacts, là. Si vous êtes soit un fournisseur ou un client de ces restaurants-là, ça a des gros impacts sur vous. Communiquez avec vos clients. Soyez en contact constant avec vos clients. Très important sur les médias sociaux. Évaluez vos besoins en ressources humaines. Il est possible que vos besoins soient différents d'avant la crise lorsque vous aurez fait une bonne planification du retour. Ça peut être soit que vous aurez besoin de nouvelles personnes, soit que vous aurez besoin de plus ou de moins d'employés, mais bref, ça risque d'être différent. Il faut l'évaluer, ça. Planifier le retour de vos employés. Est-ce que ça va se faire dans un coup sec ou ça va se faire graduellement? Ce sont certains départements qui vont revenir plus rapidement que d'autres. Alors, tout évaluer ça. Communiquer les changements à vos employés. Tenez-les au courant des changements en communiquant avec eux. Obtenir de l'aide gouvernementale, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de programmes qui sont disponibles pour vous actuellement. N'hésitez pas à les prendre. Et le nerf de la guerre, c'est la gestion de la trésorerie. C'est clair, net et précis qu'en période de crise, la gestion de la trésorerie, c'est la priorité numéro 1. En fait, la personne qui s'occupe de vos finances dans vos entreprises en gestion de crise, c'est probablement la personne la plus importante de l'organisation actuellement. Et cette personne-là, vous en avez besoin. Bref, ce sont les 10 étapes là, de la préparation de la reprise que vous devez que vous devez vous assurer de bien gérer. En conclusion, il y a 5 éléments que vous devez retenir en période de gestion de crise. Le premier, c'est que vous devez exercer un excellent leadership. Vous devez être un leader d'influence. Vous devez être capable de mobiliser vos ressources, qui est le deuxième élément. Pourquoi? Ben, pour vous assurer leur loyauté, pour vous assurer qu'ils croient en vous, pour vous assurer qu'ils croient en l'organisation, que l'organisation va être en mesure de passer au travers ces ressources, au travers cette période difficile-là. Donc, étape 1, exercer un bon leadership. Le deuxième élément, mobiliser ses ressources. Le troisième élément, vous devez très bien connaître vos coûts variables, vos coûts fixes, et d'assurer une excellente gestion de vos liquidités, de votre trésorerie. Troisième élément,
par défaut, vous aurez besoin de votre personne responsable des finances. La quatrième chose à retenir, c'est toute la planification du changement. Comment cette crise-là affecte votre organisation et comment vous allez faire pour vous en sortir. Et pour ça, vous devez repenser votre stratégie, votre modèle d'affaires, refaire votre plan stratégique, en faire un si vous ne l'avez pas déjà fait et évaluer tous les impacts sur votre organisation. Et le cinquième élément, c'est la communication. C'est d'être un excellent communicateur avec vos employés, qu'ils soient en action ou qu'ils soient en période pause. Communiquer avec vos employés, communiquer avec vos clients, avec vos fournisseurs, c'est extrêmement important. 5 éléments à retenir en période de crise: être un bon leader, mobiliser ses ressources, bien gérer sa trésorerie, planifier le changement et communiquer. Tout ça, bien, les CPA ont été formés pour ça. C'est important que vous le sachiez. Donc, les CPA peuvent vous guider, peuvent vous accompagner, ils accélèrent le changement, ils peuvent dresser vos projections financières, ils peuvent vous conseiller et surtout gérer ce fameux défi-là. Bref, ça conclut ma présentation et ça me ramène où c'est que je reviens ici. Là, ça nous amène à la période de questions, mais là, je veux retourner, mais je ne suis pas capable de remettre mon écran. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, là. Ouf, là, j'ai de la difficulté. Où est-ce que tu veux retourner, Richard? Je veux retourner à mon visage. Ah, si tu vas en haut ou en bas, dépendant, là, il va y avoir un petit point rouge où est-ce que tu peux cesser de partager. Oui, c'est ce que j'essaie de voir, là. Puis, afficher une petite vidéo, afficher, tiens, ça si je fais ça, non, si je fais ça, c'est pas ça, activer le mode discrétion, non, arrêter, renommer, épingler, masquer, activer le retour, non. Masquer. En général, là, c'est en haut, il est marqué « Vous partagez votre écran ». Oui, mais c'est-à-dire qu'actuellement, là, devant moi, j'ai juste mon PowerPoint, je ne suis pas capable de me ramener dans fais Escape. Tu vas sortir du mode plein écran. Est-ce que ça fonctionne? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. OK, attends. Je vais essayer de l'enlever. Demander le contrôle à distance. Là, à l'écran, approuvé. À l'écran, c'est toi que j'ai, là. Je te vois, là. Parfait, excellent. Fait que là, mais je n'ai pas les fonctions. Attends une seconde, on va essayer de quitter le mode plein écran. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent, là, je semble avoir un petit problème. Non, c'est pas grave. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Moi, ça va être plus facile. Bon, je sais pas, c'est pas très grave. Mettons-le en... Est-ce que je suis resté dans mon 35 minutes? Je pense que oui. Oui. Bon, là, ça me dit que c'est moi qui contrôle ton écran. Ça décontrôle, fait que là, je ne veux plus. Je vais partager, oui. Regarde, je vais partager le mien, puis je vais en profiter pour montrer 2 petites secondes aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller. Je vais profiter de ça après. Bon, fait que pour commencer, en fait, regarde, si on ne le partage plus, là, tu dois être revenu en plein écran. Est-ce que c'est bon? Oui, exact, c'est en plein ça. Parfait. Donc là, je vois tout le monde, là. Je vois les gens qui... OK, là, je vois le chat et tout ça. C'est parfait. Bon, excellent. Bien, d'abord, merci beaucoup pour ta présentation. C'est vraiment intéressant. Peut-être je commencerai par voir s'il y a des gens qui ont des questions. Si c'est le cas, vous pouvez enlever le micro ouvrir le micro de votre ordinateur et poser la question directement à Richard. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes questions pour toi, puis j'aurai aussi des spécifications pour la suite, là. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Bon, ben moi, je vais t'en poser quelques-unes. Alors, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis je trouvais, comme je te disais au tout début, quand j'ai regardé la présentation, que c'est une super belle introduction pour ce qu'on va pouvoir faire, dans le fond, pour la suite.
parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ce que tu as dit. Puis, je sais que certains des entrepreneurs étaient un peu perdus en période COVID. Tu sais, au-delà de la crise, ils se sont, pour certains, ramassés à gérer la totalité de leur entreprise alors qu'ils avaient parfois des employés qui leur donnaient un coup de pouce. Ils sont revenus à des tâches qu'ils ne faisaient plus parfois depuis quelques années. Tu sais, je pense à un ami qui a une compagnie de café puis qui s'est remis à faire l'empaquetage, ce qu'il ne faisait plus depuis très longtemps. Fait qu'il se trouvait très peu efficace comparativement à ses employés. Fait qu'on avait bien ri sur le sujet. C'est comme les médecins spécialistes qui remplacent les infirmières et les préposés. Oui, c'est ça, qui ne sont pas formés pour les mêmes choses. Ça, c'est un peu particulier aussi. Tout à fait. Mais c'est ça. Puis, je me suis rendu compte aussi que c'est une chose de bien connaître ces chiffres et de les contrôler en période régulière. Mais les motifs, parfois, tu sais, t'en as un peu parlé, là, les motifs de la situation faisaient qu'il fallait prendre des décisions, puis parfois des décisions qui n'étaient pas évidentes. Fait que je pense que au-delà de la compréhension des chiffres, dans ce cas-là, quand c'est pas une première nature, là, parce que c'est souvent un apprentissage, ben ça amenait les gens à se questionner. Puis j'ai trouvé justement qu'il y avait beaucoup de ressources qui ont été aidantes, que ce soit justement l'Ordre des CPA qui a rendu disponibles des ouvrages ou des textes dans la compréhension de ce qui se passait, les gens qui se sont mobilisés pour expliquer les fameuses mesures dont tu parlais, donc le 40 000, là, pour celles et ceux que c'était pas clair, ce que Richard disait tout à l'heure par rapport au fait que c'était un grand bénéfice de l'utiliser, c'est deux choses. Puis tu me reprendras, Richard, si c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas mon expertise première, mais si vous utilisez la subvention du 40 000 puis que vous y avez droit, bien, puisqu'elle n'est remboursable à 0 % jusqu'à fin 2021, c'est que le gouvernement a dit deux choses. La première, c'est que si vous remboursez le 40 000 avant la fin de 2021, il va vous faire grâce d'un 25 %. Donc, en fait, ça vous aura coûté 30 000 pour avoir le 40 000. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont prévu, oui, effectivement, Laureline, pas pour tout le monde. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont prévu un délai, entre guillemets, de grâce où est-ce que le pourcentage d'intérêt serait à 5 % pour les 3 années qui suivent. Donc, en fait, ça donne presque 5 ans, un maximum de 5 % pour rembourser un prêt de 40 000. Donc, si vous en avez besoin et que vous êtes éligible, c'est effectivement un très bon outil, en fait. Oui. Parfait. J'étais comme juste, je voulais valider. Puis l'autre chose. Est-ce que tu me permets une petite précision sur ça? Oui, je t'en prie, certainement. Il y a un critère important là-dedans, c'est que le 40 000 ne doit pas être utilisé pour rembourser une dette actuelle. Ne faites pas cette gaffe-là de prendre l'argent et de rembourser une dette actuelle parce que le gouvernement va revenir sur vous. Le but du 40 000 $, c'est de vous aider à passer au travers de la crise et pour gérer vos opérations et non pas pour rembourser une dette. Tout à fait. Merci pour la précision. C'est vraiment important. L'autre chose que je trouvais intéressante, puis dépendant des entrepreneurs qui sont présents avec nous, il y en a plusieurs avec lesquels on travaille qui sont des solopreneurs ou des travailleurs autonomes. Et donc, tu sais, souvent, ils font, par exemple, un peu de tout dans l'organisation. Puis, ils font, entre autres, leur comptabilité, la gestion de leurs livres. Parfois, travaillent avec un comptable externe pour, par exemple, la TPS, la TVQ, puis les impôts et toutes ces choses-là. Mais il y en a beaucoup pour lesquels c'était... en fait, ça a demandé beaucoup de compréhension des expertises comptables de faire ce switch-là. Moi, j'aurais aimé ça que tu me parles un tout petit peu plus. Tu sais, quand tu nous as fait le tableau, j'ai beaucoup de questions sur les entrepreneurs, par exemple. Tu sais, là, on avait parlé la semaine dernière, entre autres, de la subvention d'urgence, là, mais j'ai beaucoup de questions sur... Bon, mais par exemple, moi, avant la crise, j'avais des revenus en ligne et en personne. Puis là, j'ai dû fermer la totalité de mes activités en personne, donc c'est une grosse perte de revenus. Mais là, j'ai encore, heureusement, quelques revenus qui rentrent via ma boutique en ligne. Puis ça amenait justement quelques difficultés par rapport, tu sais, en fait, ils se ramassaient non admissibles à la grande majorité des aides gouvernementales dû au fait qu'il y avait encore un peu de revenus, mais pas tous les revenus et tout ça. Est-ce que tu aurais une recommandation pour ces entrepreneurs-là? Peut-être?
Ben, en fait, dans le fond, ce que faut que vous fassiez, c'est que vous devez être capable d'évaluer ce que vos ventes en ligne vont vous rapporter et de le comparer à ce que les mesures gouvernementales pourraient vous rapporter. Et de voir si ce ne serait pas plus avantageux pour vous de fermer complètement pendant la période de crise et de plutôt profiter des mesures gouvernementales. Donc, c'est vraiment une question d'analyse. Il faut regarder Prenez un restaurant, par exemple. Il y a beaucoup de restaurants qui ne faisaient pas de vente au comptoir ni de livraison avant. Et là, les restaurants sont fermés. Ils ont décidé tout d'un coup de se lancer dans les ventes au comptoir ou faire de la livraison. Ben, il faut évaluer si le revenu qui est généré par ça va être supérieur, et je parle du revenu net, parce que ça va vous coûter quelque chose de vendre au comptoir ou de faire des livraisons. Donc, c'est le revenu net versus les mesures qui sont mises de l'avant par le gouvernement. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour vous? Donc, par défaut, il faut faire l'analyse. C'est ça. Fait qu'on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux prévisions. Tu sais, quand là, on l'a vu un peu moins, puis je vous donnerai un peu plus d'informations sur les webinaires à venir, mais il y en aura un, entre autres, sur la gestion du cash flow, là, qui est beaucoup plus technique, mais sur la compréhension de pourquoi on fait des prévisions financières, qu'est-ce que des prévisions pessimistes, optimistes, pourquoi dans cette situation-ci, c'est important de voir plus d'une situation, tu sais, par exemple 2 mois, 6 mois, tu sais, qu'est-ce qui se produit dans toutes ces situations-là. Puis ça permet justement de déterminer, là, tu sais, l'exemple que tu viens de donner par rapport au restaurateur, bien, effectivement, tu sais, ça va te coûter du temps employé pour faire à manger, ça va te coûter du temps employé pour mettre quelqu'un soit sur la livraison, soit sur le comptoir. Et donc, il faut être capable de réfléchir à tout ça. On va pouvoir le regarder plus en détail parce que pour celles ou ceux qui sont pas habitués de le faire, il y a quand même une certaine technicalité. Fait qu'on pourra le voir. Là, j'ai Laureline qui me dit dans le chat qu'elle aurait une question. Laureline, est-ce que tu veux ouvrir ton micro pour qu'on puisse t'entendre, s'il te plaît? Allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, Laureline. Très bien. Est-ce que vous me voyez aussi? Oui. Okay. Bonjour. Merci beaucoup pour la formation, c'est vraiment intéressant. Moi, je fais partie du cas que venait de dire Stéphanie. Je suis employée de mon entreprise, mais que j'ai incorporée, mais je suis la seule employée pour l'instant. J'avais vraiment une prévision cette année de pouvoir commencer. Ça fait juste 1 an que je suis en activité. Puis, j'avais vraiment l'idée de pouvoir engager des personnes dès cette année. Puis là, bien sûr, il y a la crise qui vient remettre un peu en perspective mes ambitions. Moi, je suis dans le milieu des communications marketing. En fait, j'ai un bureau de communication pour les OBNL, pour le secteur communautaire. Et le secteur communautaire est encore actif. Mais on s'entend qu'ils ont complètement revu ce qu'ils sont en train de faire. Ils font beaucoup de l'aide d'urgence. Et ils font peu de communication marketing d'habitude, là, c'est encore moins leur priorité. Moi, ma question, c'était un peu sur justement une vision à long terme. Là, on parle d'une vision de 6 mois. On parle d'un plan de démarrage d'entreprise. Est-ce qu'il faut que je ne vous entends plus. Allô? Allô? Ah, oui, Laureline, si vous voulez fermer votre écran, comme ça, il risque d'y avoir, puis je vais faire la même chose, il risque d'y avoir une meilleure bande passante pour qu'on vous entende adéquatement. Allez-y, on vous écoute. Là, je vais peut-être reprendre ma question. Oui. Ma question, c'était dans le fond, dans une vision d'un objectif. Donc, je suis en démarrage d'entreprise. Ça fait 1 an que je suis et j'avais donc une prévision sur 3 ans. Sachant que là, je suis vraiment au ralenti, j'essaye de créer des opportunités, mais c'est pas forcément facile. Quels seraient comme les conseils pour en fait gérer la croissance d'une entreprise par rapport à ce que j'avais prévu auparavant? Est-ce qu'il faut que je revoie complètement mes prévisions? Est-ce qu'il faut que je me dise ça va redevenir à la normale d'ici peut-être 6 mois et là je peux garder peut-être mes objectifs d'ici 6 mois? Ou est-ce que je refais une évaluation complète, dans le fond, dans le but d'une objectif?
c'est ça, d'une prévision financière sur les 3 prochaines années, disons? En fait, comme j'ai mentionné dans ma présentation, chaque industrie sera différente. Les impacts ne seront pas les mêmes dans le domaine de la communication que dans le domaine informatique ou dans le domaine de la sécurité ou dans le domaine de l'hygiène sanitaire et tout ça. Vous êtes dans le domaine des communications, vous aviez un budget, vous aviez un plan sur 3 ans de croissance et tout ça. Je pense qu'il faut voir les opportunités avant tout. Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent pour vous dans cette crise-là? Il y en a toujours des opportunités et des fois, elles ne sont pas toujours évidentes. C'est pour ça que c'est le fun de s'entourer de quelqu'un, un ami, un conseiller, de quelqu'un qui ont fait cette réflexion-là à 2 ou à 3 personnes parce que c'est impossible de tout penser seul. Mais je vous suggère fortement de partager cette réflexion-là avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Et peut-être que, et moi j'ai tendance à rapidement vous dire, mais en communication, ça risque d'être une mine d'or parce qu'il risque d'avoir beaucoup de choses. J'en ai parlé dans ma présentation. Donc, oui, ça va affecter vos prévisions, mais de là à remettre 100% de votre plan en jeu, non, je pense pas. Mais ça risque d'impacter peut-être 25, 30, 40% de votre plan de match original. Et ça, il faut le repenser, là. Est-ce que c'est le temps d'engager quelqu'un? Est-ce qu'avec le prêt de 40 000 je pourrais engager quelqu'un pour faire des ventes ou des choses comme ça pour justement aider plus loin ou est-ce que c'est pas le bon temps? Ben, en fait, faire des ventes, avant de faire des ventes, il faut savoir est-ce que je fais des ventes comme je les faisais avant ou est-ce qu'il y a une nouvelle façon de faire des ventes? Et puis, est-ce que j'offre le même service ou le même produit que j'offrais avant la crise? Donc, ça, il faut faire la réflexion avant même d'embaucher des gens, là. Peu importe que ce soit un vendeur ou une vendeuse, une personne en planification, quoi que ce soit, il faut faire la réflexion avant même de savoir, de poser des gestes. Mais oui, le 40 000 peut être utilisé à ça. Merci. Ah, Lysandre. Bonjour. Moi, en fait, je vous avertis, j'ai un bébé de 9 mois avec moi, donc ça se peut que vous l'entendiez. Parfait. Moi, en tant que tel, j'ai étudié dans le domaine du loisir, culture et tourisme et je travaille dans un centre communautaire de loisirs. J'étais censée retourner au travail dans 3 semaines. Par contre, c'est ça, je ne risque pas. Et de mon côté, j'avais commencé un emploi, un projet de travail autonome en événementiel. Puis, donc, je me demandais, vous, par rapport à mon domaine, qu'est-ce que vous prévoyez? Écoutez, moi, j'ai pas de boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal, mais s'il y a il y a 2 domaines qui vont être très, très affectés par la crise. C'est tout ce qui est, permettez-moi l'anglicisme, là, le entertainment, tout ce qui est donc les rassemblements de groupes et tout ça, et tout le volet touristique, là. C'est clair, net et précis que, écoutez, je suis pas certain qu'il va y avoir du tourisme en 2020. 2020 risque d'être impacté très, très sérieusement par le manque de touristes qui vont venir au Québec, là. Je pense pas qu'il y en ait. Je suis pas certain que les pays vont réouvrir leurs frontières à 100% d'ici la fin de l'année 2020. Oui, peut-être à l'automne, mais ça va commencer tranquillement et peut-être que les gens n'auront pas le goût de voyager, là. Pour ce qui est de l'événementiel et tout ça, moi, je pense que ça va continuer d'exister, mais de façon très, très différente de ce que c'était avant. Et il risque d'avoir des choses qui vont se faire en téléconférence. Il va y avoir des choses en présentiel, mais bref, c'est le comportement des gens qui vont influencer beaucoup de choses. Avec tout ce qui se passe, je suis pas certain que les gens ont le goût d'aller dans un événement puis d'être près de quelqu'un à 1 mètre ou à 1 pied de quelqu'un, là, comme on voyait avant. Donc, je pense personnellement qu'il va y avoir des impacts majeurs et qu'il faut repenser la façon dont vous allez être dans ce domaine-là. Parfait. Ben, merci beaucoup.
Donc, de mon côté, c'est ça, j'avais aussi c'est un projet d'organisation d'événements éco-responsables. Donc, je me concentre vraiment sur le volet environnement, puis j'attends que ça reparte, là. Donc, Mais profitez-en là, pour revoir peut-être certaines choses là, avant que ça reparte. Oui, c'est sûr. Merci. Oui, c'est ça. Moi, si je peux me permettre juste un petit commentaire, là, comme je disais à Richard au début de l'appel, j'enseigne la coordination d'événements au Cégep. Donc, j'ai une cohorte d'étudiants actuellement qui est justement en train d'apprendre ça. Puis une des choses qu'on leur a dit, c'est qu'il y a toujours eu de l'événementiel dans la vie. Tu sais, avant, c'était de l'événementiel clérical. Là, vous alliez à l'église le dimanche, par exemple, ou agricole parce qu'il y avait, tu sais, les fêtes agricoles où on allait choisir ce qu'on allait manger cette année. Là, tu sais, c'est sûr que je vous ramène des années en arrière, mais l'événementiel est toujours le reflet d'une société, là. Donc, actuellement, c'est sûr que les problématiques nous amènent à questionner, tu sais, le fonctionnement. Grâce aux technologies, il est toujours possible de faire de l'événementiel différemment. Mais, tu sais, rassurez-vous, en tout cas, à mon point de vue, à moi, ça disparaîtra jamais totalement, mais ça va peut-être se revisiter. On va faire les choses différemment ou on va inventer des nouvelles activités, mais ça va assurément revenir là. Puis, Lisande, le créneau éco-responsable est un créneau qui fonctionne vraiment bien puis qui interpelle de plus en plus de monde aussi, là. Fait que profitez de ce temps-là pour pouvoir réfléchir à des choses qui vous plaisent sur le sujet. Oui. Prenez tout ce qui se passe dans l'industrie agricole actuellement, là. Il y a eu la crise du papier de toilette, là. Je ne sais pas si tout le monde a vécu ça, mais il y a actuellement la crise des pousses pour que les gens fassent leur propre jardin. Il y a à Paul Arcand, vendredi matin dernier, il y a un fameux agriculteur dont le nom m'échappe là, qui a parlé, qui a dit « Si vous pensez que la crise du papier de toilette, c'était grave, vous devriez voir la crise dans les pépinières actuellement et tout ça. Les gens se lancent littéralement sur les petites graines, les sachets pour faire pousser, là, avoir leur propre jardin. Il n'y en a plus de disponible, c'est tout vendu et tout ça. Donc, ça, c'est un changement, c'est éco-responsable et puis c'est un changement qui risque d'être permanent, ça. Tout à fait. Du moins, je le souhaite. Oui. Bon, il est 11h07, donc je vais prendre un petit 2 minutes, premièrement, pour remercier Richard pour le contenu. Il était vraiment intéressant, pertinent, très, très clair. Tu sais, tout le monde est unanime sur le chat comme quoi c'était clair. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps, puis on se reparle sous peu. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup, Richard, puis on reste en contact. Parfait. Merci, Stéphanie. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.